Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue dans Entretien. Aujourd'hui, nous recevons Harold Ketchemen, auteur, écrivain. Avec lui, on reviendra sur son dernier ouvrage intitulé Mystères et légendes du Cameroun, dans lequel le tome 1 propose un voyage au cœur des légendes et phénomènes inexpliqués et personnages énigmatiques. Harold, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Claude Mario, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de Balafon TV. Merci de me recevoir. Merci à vous d'être là. On dit de vous que vous êtes le roi des archives parce que vous avez pour particularité de fouiller l'histoire et vous seul savez le faire. Pourquoi avoir choisi de revenir sur ces personnages qu'on dit n'avoir existé que dans des histoires racontées? Effectivement, comme je le disais en l'entame, de nombreux récits mystérieux et des légendes sont très souvent racontés au Cameroun sur des personnages, sur des figures énigmatiques, même sur des phénomènes. Mais très souvent, ces histoires ne sont pas couchées sur papier. Et au fur et à mesure que cela se transmet de bouche à oreille, la tradition orale fait en sorte qu'on perde en fait la véracité, l'authenticité de ces histoires. D'où la nécessité en fait d'un tel ouvrage pour démêler le vrai de l'ivraie et permettre à ce qu'on puisse écrire sur papier, coucher sur papier nos histoires, nos légendes, afin d'alimenter et de nourrir notre imaginaire collectif. Alors, dans cet ouvrage, vous revenez sur des personnages comme la prophétesse Mala ou Mongo Faya. Est-ce qu'ils ont existé comme vous et moi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier? Oui, c'est des personnages qui ont existé. Pour revenir sur la prophétesse Mala, c'est le phénomène religieux qui a emballé le Cameroun pendant plusieurs années. Donc, il y a la prophète Mala dans ce cadre-là, il y a le père Sopho et Marie Lumière qui formaient la Sainte Trinité. Donc, la prophète Mala était une prophète qui avait élu son camp au quartier Bepanda. Elle disait donc avoir reçu la visite de Jésus dans ce quartier qui aurait mis ses pieds carrément sur ce camp. Et depuis lors, elle recevait des visites de milliers de personnes en quête de guérison, des femmes qui cherchaient à coucher, des gens qui cherchaient du succès, des personnes qui se disaient envoûtées. Tout le monde venait. Et chacun pour obtenir des grâces. Et Mala, sa particularité, c'était qu'elle bénissait de l'eau et ensuite qu'elle faisait boire en fait aux différentes personnes qui venaient chez elle. Donc c'était un phénomène qui a emballé littéralement la ville de Douala, je dirais même la région du littoral, puisque des personnes venaient de partout, de plusieurs régions, pour venir à la rencontre de Mala, à tel point que cela même a suscité en fait le courroux de l'église catholique à travers le cardinal Christian Toumi, qui avait carrément interdit aux fidèles catholiques d'aller chez Mala, parce que la ferveur était telle que les chrétiens catholiques désertaient carrément l'église pour aller en milliers et en masse chez Mala pour obtenir la guérison. Le cardinal Christian Toumi avait décidé d'excommunier tous ceux qui iront en fait chez Mala pour obtenir la guérison. Et puis finalement, pour faire court, Mala a connu une fin plutôt triste parce qu'après un des fidèles de Mala, sous ses instructions, avait frappé leurs enfants qu'ils disaient en fait possédés par l'esprit du diable. Sauf que l'un des enfants va décéder. Et une fois que l'enfant décède, on va décider d'interdire en fait la secte dit Mala, c'est comme ça que c'était appelé à l'époque par le préfet lors de son interdiction. Et Mala, qui était poursuivi, va prendre la fuite et s'enfuir aux États-Unis où vivaient ses enfants, notamment sa fille qui est pharmacienne. C'est ainsi donc que la secte le mouvement fut interdit, parce que si je dis secte, les adeptes diront que ce n'est pas une secte. Oui. Le mouvement fut interdit et Mala a pris la fuite et depuis ce jour, elle n'est plus jamais revenue au Cameroun. Voilà. Pour le cas de Mongo Faya, est-ce qu'il a connu la même fin tragique, plus ou moins, que celle de Mala? De Mala. Oui, Mongo Faya, c'est vrai qu'on garde de lui l'image de quelqu'un qui avait plusieurs épouses, mais il faut aussi relever que c'était aussi un musicien, c'est-à-dire qu'il composait des chansons, il chantait. Et comme danseuse, c'était ces multiples femmes qui dansaient, qui agrémentaient ces différentes chansons dans son palais, dans son royaume d'Endom. Voilà, et en plus de cela, c'était aussi un guérisseur, c'est-à-dire qu'il avait le pouvoir de guérir avec les plantes, il guérissait de différentes maladies, il a même guéri des vedettes de la musique camerounaise comme Nkodo Sitoni, qui était promis à une mort certaine, avec ce qu'on appelle prosaïquement chez nous le mousson, avec une partie du corps qui pourrit. Il a réussi à guérir Nkodo Sitoni. Et par la suite, en fait, ce qui fait sa particularité, comme on le disait, c'est quelqu'un qui avait plusieurs épouses. Et par la suite, il est décédé dans des conditions plutôt relativement tragiques. Voilà. Et ici, en page 152, vous donnez son identité, Mongo Faya Obama et Soma, dit Mongo Faya, né en 1952 dans le département d'Union et Foumou, d'un père, grand chef traditionnel. Son surnom, Mongo Faya, signifie littéralement enfant de feu. C'était véritablement un enfant de feu? Oui, effectivement, c'était un enfant de feu et ça nous fait comprendre en fait que le nom
ou bien le surnom que l'on prend, ce n'est pas lié au hasard. Ça peut avoir un impact sur notre destinée ou bien sur notre manière d'être. Donc, mon beau-frère, durant sa vie, a incarné en fait ce personnage de feu, ce personnage qui brillait Ouais. de mille feux et de tout feu. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ces 80 femmes? Parce que c'était l'homme aux multiples épouses. Oui, oui, de ces 80 femmes, certaines sont ici à Douala, d'autres sont décédées, certaines sont restées au village parce qu'il avait aussi un village, du moins dans son village, il avait créé des plantations pour permettre à ces différentes femmes d'avoir une activité. Il a aussi eu beaucoup d'enfants qui sont éparpillés un peu partout. Voilà. Dans le même ouvrage, vous revenez sur des personnages qui n'avaient pas une très bonne réputation, des bandits, comme Essono. Effectivement, cet ouvrage fait aussi la part belle à plusieurs bandits, dont Essono, Écouté, Di Pasto, Anani, Bouagatinda et le fameux Nkwagne Donatien. Donatien. Donc pour revenir sur Essono, Essono c'est vraiment une légende en fait, c'est-à-dire que c'est un personnage dont l'histoire est racontée. Et on se dit en fait, des personnes se disent qu'Essono n'a pas existé tellement il fait figure de légende. Et pourtant, c'est un hors-la-loi qui a réellement existé. Donc Essono à la base était, au tout début, il était sécuriste bancadier au Tchad, pendant la guerre du Tchad. Et il va réussir donc à s'enfuir, en fait, à quitter le Tchad en emportant avec lui un arsenal de guerre. C'est cet arsenal de guerre, les armes qu'il va emporter avec lui durant cette guerre, qu'il revient au Cameroun et décide d'entamer une carrière de brigand. C'était donc un brigand qui volait, mais sa particularité, c'est qu'il pouvait annoncer ses forfaits. Il pouvait dire, je viendrai braquer tel jour. Et malgré la présence des forces de l'ordre, il réussissait quand même à braquer. Et autre particularité, il signait toujours ses forfaits. Par le lancinant, Essono était de passage. Voilà, donc cette figure du banditisme a alimenté en fait les légendes et même l'intérêt. Parce qu'on était à une époque en fait où il n'y avait pas de presse dite politique. À cette époque, la presse était plus consacrée sur tout ce qui concerne les faits divers. C'est-à-dire que la presse ne parlait pas de politique parce qu'il y avait une interdiction des partis politiques à cette époque, avec le multipartisme qui n'est arrivé qu'au début des années 90. Donc à cette époque, c'était les années 80, il n'y avait pas de presse politique. Donc du coup, pour écrire, les journaux écrivaient que des faits divers et racontaient des faits des sociétés. Donc les faits et méfaits d'Essono alimentaient donc en fait que le vécu des Camerounais, puisqu'il n'y avait pas aussi de télé. Essono était donc perçu comme un personnage de cinéma. On attendait à chaque fois les épisodes des forfaits d'Essono. Et à chaque fois qu'il commettait un forfait, les populations lisaient dans la presse avec beaucoup d'engouement les faits et méfaits d'Essono, qui malheureusement a été abattu en 1983 au niveau du pont du Vouri. Après avoir commis un énième forfait, il a été pris en chasse par des policiers et des gendarmes. Pour fuir, il a plongé dans le fleuve Vouri, il a été abattu. Sauf que sa mort n'a pas été... il n'y a pas eu beaucoup de publicité autour de sa mort, ce qui fait en sorte qu'il est resté un mystère. À tel point que certaines personnes sont persuadées qu'Essono n'a pas été assassiné. Certaines personnes sont persuadées qu'Essono continue de vivre et d'œuvrer autour de nous. Et cela aussi a été alimenté par certains bandits ou bien certains jeunes qui, pris d'affection pour Essono, ont décidé de l'imiter. C'est-à-dire qu'ils signaient des forfaits, ils commettaient des forfaits à chaque fois, ils signaient Essono était de passage. Alors bien que décédé, on croyait en fait que Essono continuait à exister et à commettre ces multiples forfaits. N'est-ce pas parce que son corps n'a pas été retrouvé? Non, son corps a même été retrouvé, il a même été enterré. Son corps a été retrouvé, il a été enterré, mais sauf qu'il n'y a pas eu beaucoup de publicité autour de cela en fait, parce que sa mort survient en 1983, c'est-à-dire quelques temps après l'arrivée du président de la République Paul Biya au pouvoir. Ce qui fait en sorte que c'est cela en fait qui retenait l'attention en fait des Camerounais, c'est-à-dire qu'on avait un nouveau chef d'État, on voudrait savoir comment ces nouvelles décisions, et le peuple qui avait été pris de panique après le départ précipité du président Ahidjo était beaucoup plus en fait intéressé par son avenir et par son devenir, donc d'où la chose politique. Donc ce qui fait en sorte que même la mort d'Essono est passée à trappe pour dire. Même le principal quotidien de l'époque n'a même pas titré sur la mort d'Essono. Et pourtant, c'était le bandit qui s'aimait la terreur partout. Et un autre bandit qui était très recherché, c'est Anani. Anani, voilà. Anani aussi, c'était un bandit, un grand bandit, qui a commis en fait des méfaits un peu partout, pas uniquement au Cameroun. Il a commis des méfaits au Cameroun, au Gabon et même en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'était un véritable routard du crime. Il réussissait à exporter le crime un peu partout où il passait. Et donc, il a sévi globalement dans les années 80 et le milieu des années 90. Et sa fin aura lieu en fait au milieu des années 90 parce qu'un personnage que je cite dans le livre, le sinistre Fauchivé, qui était le chef de la police politique sous Ahidjo et si Paul Biya, avait décidé de faire de la traque d'Anani
une affaire personnelle. Donc ainsi, donc, après avoir commis un forfait, Anani a pris une fuite sur moto. Il a été poursuivi par les forces de l'ordre et a été atteint d'une balle au niveau de la côte. Mais, comme d'habitude, il a réussi à fuir. Mais la balle était infiltrée et touchait son poumon. Et il y avait du sang qui coulait. Pour donc réussir à s'en sortir, il fallait absolument qu'il aille à l'hôpital. Mais s'il allait à l'hôpital, on allait voir les balles, on allait forcément suspecter le fait que ce soit un bandit. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé d'aller dans une clinique privée à Yaoundé, avec son entourage, ses gardes du corps, son petit frère et tout le reste, pour en fait donner une forte somme d'argent pour pouvoir être pris en charge. Il a débarqué dans cette clinique privée, il a donné une forte somme d'argent, mais il a insisté sur le fait qu'il ne faudrait pas qu'il dorme à l'hôpital. Il va prendre des perfusions, des transfusions sanguines, on va extraire les balles, et à chaque fois, il va revenir. Et le premier jour, il a fait cela. Et après le deuxième jour, le médecin traitant s'est donc rendu compte en fait qu'il a en face de lui un bandit. Il a donc décidé d'alerter les forces de l'ordre. Et un jour donc, le lendemain, les forces de l'ordre sont venues, se sont planquées, ils ont attendu qu'Anani sorte de l'hôpital. Il n'est pas sorti de la clinique, il n'est pas sorti. Ils ont donc décidé d'attaquer donc la clinique pour extraire Anani mort ou vif de la clinique. Anani, bien que sous transfusion sanguine, avait toujours avec lui son arme. Et dès lors donc les forces de l'ordre pénètrent dans la chambre d'Anani, Anani sort son arme et essaie de se débattre comme un brouillon. Ce fut donc une bataille rude et qui s'est soldée par la suite par l'assassinat d'Anani. Et lorsqu'Anani est sorti, le corps d'Anani a été extirpé de cette clinique. Il y avait un attroupement monstre de population. Et lorsque la population a vu le corps inerte d'Anani criblé de balles, ils se sont écriés et certains ont pleuré. Ils ont tué Anani pour dire à tel point que le crime créait en fait une sorte de fascination, à tel point que les populations étaient même pris d'amour, d'affection pour un criminel, au point de pleurer même son assassinat. Voilà. Le Cameroun a également connu son Robin des Bois, un justicier que vous qualifiez de légendaire. Il s'agit de Boucar Batinda. Effectivement, Boucar Batinda a sévi dans la région septentrionale du Cameroun. C'est un personnage légendaire dont les exploits sont encore aujourd'hui racontés par les griots de ces régions-là. Donc on raconte les exploits de Boucar Batinda à tel point que des personnes se disent qu'il n'a pas existé, on se dit que c'est un personnage légendaire. Et pourtant, il a réellement existé et c'était vraiment un Robin de Bois. Donc pour brosser très rapidement son histoire, il a sévi en fait à la fin des années 60 et au début des années 70 dans la partie septentrionale du Cameroun. Au début, c'était un enseignant d'école. Par la suite, il a passé le concours des gestionnaires de paye et gérait donc la paye dans cette région-là, Barrois et Garoua. Et il s'est rendu compte en fait qu'il y avait des fraudes, c'est-à-dire que dans la gestion des payes, certains commerçants faisaient des prêts bancaires, mais par la suite, ces personnes simulaient leur mort pour ne pas rembourser les prêts. Et il partait donc avec de l'argent. Et à chaque fois qu'il a voulu dénoncer cela, on l'a fait taire, il a subi des sanctions, etc. Donc il a donc été frustré, déçu, il a décidé donc d'emporter la caisse qui contenait l'argent pour partir avec. Il a finalement été attrapé et enfermé en prison. Il va passer près de 3 ans de prison. Et la prison va le transformer radicalement. À sa sortie de prison, il décide donc de devenir un bandit. Puisqu'il avait fait le service militaire, il savait où se cachaient les armes. Il va donc décider de s'emparer des armes et il va devenir l'un des premiers bandits armés de cette région-là. Il décide donc de voler à ces richissimes hommes d'affaires, à ces richissimes commerçants, pour donner ces argents-là en fait aux pauvres. Ainsi donc, il se baladait dans les rues, il volait et donnait cet argent aux pauvres. Il va s'aimer la terreur de la partie septentrionale du Cameroun à tel point qu'on va instaurer un couvre-feu. Un couvre-feu dans l'optique de traquer Boucar Batinda. Pour le traquer, on a dû faire appel à des éléments des forces de l'ordre de Yaoundé pour quadriller totalement la région pour pouvoir mettre main sur lui. Il fut attrapé, je ne vais pas revenir sur les détails, et il fut exécuté, fusillé. Avant d'être fusillé, il a laissé un message que vous allez découvrir dans le livre. Évidemment, et dans le livre, on découvre également que parmi ces bandits, il y avait Coigne Donatien qui a, on va dire quoi, marqué les esprits de nombreux Camerounais dans les années 90. Oui, Coigne Donatien, c'est celui-là qui a popularisé la figure de ce qu'on appelle aujourd'hui le Féman. C'est-à-dire que c'était un Féman international. Sa particularité, c'était qu'il disait qu'il pouvait multiplier les billets de banque. Et pourtant, ce n'était que de l'escroquerie. Donc, c'est un personnage haut en couleur parce que parti de rien, parce qu'il n'a même pas fait la classe de 6e. C'est-à-dire que c'est un personnage qui n'a pas fait de grandes études, mais il a réussi à se hisser au sommet, à faire partie de l'entourage des chefs d'État, dont Nelson Mandela, Mobutu,
et Yadema, Omar Bongo, des chefs d'État du Mali, et même au Cameroun, puisqu'il a fait partie de l'entourage, même du premier ministre de l'époque, Hachin Diachou, qui prenait même son jet privé, parce qu'il fut l'une des premières personnes à avoir un jet privé au Cameroun. Donc c'est vraiment un personnage haut en couleur qui a volé et pris beaucoup d'argent à travers la Fémania, mais il ne reculait devant rien. Parce que sa fin vient du fait qu'il ait osé s'en prendre au chef des services de renseignement du Yémen, le numéro 2 du régime yéménite. Ça prouve en fait à tel point qu'il ne reculait devant rien. Ce livre en fait a la particularité en fait de révéler plusieurs choses, de révéler par exemple des photos inédites. Parce qu'à la base, en fait, j'allais en parler, notamment voilà. Celle de Kouagne Donatien, dont vous parliez tout à l'heure. Oui, oui. Dans la page 227, vous proposez une photo de lui. Oui, oui. Quelqu'un que la jeune génération n'a pas forcément connu et qu'elle peut découvrir dans cet ouvrage. Dans cet ouvrage, je propose des photos de lui même avec des chefs d'État comme Abe Mobutu, des photos de lui avec son frère Gutenberg, qui était aussi un féman, qui a aussi connu une fin tragique, des photos de lui avec son jet privé. Autre particularité de cet ouvrage sur ce personnage, c'est que cet ouvrage raconte sa fin. Parce qu'au sujet de la fin de Kouagne Donatien, il s'est dit beaucoup de choses. Certaines personnes racontaient en fait qu'il avait été assassiné au Yémen, que ses mains, ses pieds avaient été coupés et tranchés, comme cela était le cas dans la charia pour les bandits de grand chemin. Mais il n'en est pas ainsi. Il n'a pas été tranché, on n'a pas coupé ses pieds, on n'a pas coupé ses mains. Et vous découvrez en fait l'histoire de sa fin, les détails sur sa chute dans ce livre. N'est-ce pas dangereux, Harold Keitch, de revenir sur les histoires de ces brigands avec leurs modes opératoires quand on sait que notre jeune génération est appelée ou a tendance à copier le mauvais exemple? Oui, non, ce qu'il faut d'abord dire, c'est qu'une grande partie du livre évoque plusieurs choses que ces brigands. Non, ces brigands, en fait... Pour le cas de ces brigands, justement. Oui, cette brigance, en fait, ce n'est qu'une infime partie, en fait, du livre. Mais pour le cas de ces brigands, en fait, il n'est pas dangereux, en fait, de révéler ceci, parce que ça fait partie de notre imaginaire collectif. Ça fait partie des récits mystérieux qui alimentent, en fait, l'imaginaire d'un peuple. Comme on le voit ailleurs. Ailleurs, on parle de Robin des Bois, et on en fait une histoire fantastique. Ailleurs, on parle d'Arsène Lupin. Ailleurs, on raconte l'histoire d'Al Capone. Ailleurs, on raconte l'histoire de Pablo Escobar. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est des brigands. Et comme je fais dans le livre, je prends d'abord en fait l'effort d'expliquer dès le départ que le vol, le banditisme, la fémania, l'escroquerie, ce n'est pas une bonne chose. C'est quelque chose qu'il faut bannir avec la dernière énergie. Toutefois, cela n'empêche pas en fait qu'on puisse raconter l'histoire des légendes ou bien personnages mystérieux qui ont marqué l'histoire de notre pays. Vous pensez que ces histoires-là peuvent avoir une influence sur le présent, ces histoires qu'on n'a peut-être pas vécues? Oui, ça peut avoir une influence. C'est des histoires qu'on peut adapter. On peut en faire des films qui rencontreront un succès fou. C'est-à-dire on peut en faire des bandes dessinées, on peut en faire des portraits, on peut en faire carrément des documentaires. Par exemple, retracer la vie d'un personnage comme Kouagne Donatien, c'est carrément un documentaire, puisque c'est un personnage qui a été traqué par les principaux services de renseignement du monde, que ce soit le FBI, les services secrets français, la CIA, etc. Donc ces histoires, en fait, ça permet de nous réconcilier avec notre mémoire collective, en fait. Un peuple ne peut pas se projeter s'il n'a pas, en fait, une mémoire collective, s'il n'a pas, en fait, ces petites histoires, s'il n'a pas ces petites légendes. Voilà. Est-ce que parmi ces histoires et légendes que vous décrivez dans ce livre intitulé Mystères et légendes du Cameroun, il y en a qui marquent encore les Camerounais aujourd'hui? Oui, il y a plusieurs légendes qui marquent les Camerounais aujourd'hui, comme par exemple la légende du personnage mystérieux Docteur Dieu d'Apollo. Docteur Dieu d'Apollo, c'était un personnage qui avait la particularité de soigner les malades mentaux. C'est-à-dire que durant tout son magistère, qui a commencé au début des années 70, il a soigné plus de 60 000 malades mentaux. Et autre particularité, il a réussi en fait à donner la joie et le sourire aux femmes parce qu'il soignait aussi la stérilité. Il permettait aux femmes d'enfanter, des femmes qui rencontraient des difficultés pour procréer. Et grâce à lui, de nombreuses femmes ont pu enfanter, ont pu avoir des enfants. Et je dis que ça marque l'histoire parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont nés grâce à lui et qui ont même témoigné auprès de moi, qui m'ont permis en fait d'alimenter l'histoire de ce personnage. Voilà des personnages qui marquent et dont l'influence est encore présente aujourd'hui. Autre personnage encore, autre histoire ou affaire dont l'influence est encore présente aujourd'hui, c'est par exemple les apparitions mariales. Dans le livre, en fait, j'évoque
les apparitions, ou bien la supposée apparition de la Vierge Marie en mai 1986 à Simalène. Aujourd'hui, si Simalène a été transformé en un temple marial où les personnes y vont chaque année pour prier, pour obtenir des guérisons, pour obtenir la santé, du succès, etc., c'est parce que en 1986, des jeunes enfants, des petits-enfants, ont dit avoir vu la Vierge Marie qui serait apparue. C'est ainsi donc que Simalène s'est transformé en un lieu de pèlerinage, qu'est encore Simalène aujourd'hui. La chance qu'on a en parcourant votre livre, c'est qu'on retrouve quand même certaines histoires qui sont racontées à l'école, notamment en histoire. Il y a l'histoire de Martin Paul Samba et son mouchoir. Voilà. À côté de ça, vous revenez sur le tableau maudit de l'enfant qui pleure. Oui. C'est un tableau qu'on a eu l'habitude de mettre chez nous pour embellir la maison. Voilà. Mais vous nous dites que derrière ce tableau, il y a une histoire sombre. Voilà. Vraiment drôle d'histoire que celle de ce tableau, parce que, comme vous le disiez, le tableau L'Enfant maudit, c'est un tableau qui représente ces deux tableaux. Il y a un qui représente un jeune garçon avec les cheveux bouclés, mais qui pleure, avec des habits déchiquetés. L'autre représente sa sœur, du moins c'est une jeune fille, Fillette, qui a aussi les cheveux bouclés, mais qui pleure. On ne comprend pas en fait comment ce tableau, qui a été peint par des peintres italiens, Bruno Amadio et Carlo Parisi, on ne comprend pas comment ce tableau a pu se retrouver en Afrique et plus spécifiquement au Cameroun, au point d'être le tableau vedette dans les maisons. C'est-à-dire que lorsqu'on entrait dans les maisons, c'était presque essentiellement ce tableau qu'on retrouvait. Donc moi, personnellement, j'ai connu ce tableau, je l'ai vu dans des maisons. Et à chaque fois que je posais la question de savoir ce que représente ce tableau, les personnes même qui affichaient ce tableau chez elles n'étaient pas capables de me dire ce que représentait ce tableau. Et pourtant, ce tableau, qui a différentes variétés, a une histoire très sombre. Le quotidien, le Sun, le journal très connu en Angleterre, a constaté en fait que même en Angleterre, dans les maisons où était affiché ce tableau, on observait des incendies qui se déclaraient à chaque fois. Et à chaque fois que les pompiers revenaient, tout était brûlé, mais ils retrouvaient intact le tableau de l'enfant qui pleure. Ce tableau n'était pas brûlé par les flammes. Donc partout, on conservait cela. Et des cas similaires ont été signalés un peu de partout. C'est pour ça que le Sun a décidé d'organiser un incendie géant pour dire en fait à toutes les personnes qui avaient ce tableau accroché chez eux de venir en fait faire une espèce de feu d'artifice géant pour brûler ce tableau. Et l'histoire raconte en fait que ce tableau représente en fait un jeune garçon qui pleurait, qui a été dessiné par un peintre, malgré l'interdiction d'un prêtre qui avait dit au peintre que cet enfant était habité par le diable. Et une fois que l'enfant a été dessiné, un incendie s'est déclaré. Et par la suite aussi, une autre version de l'histoire raconte en fait que le peintre aurait passé un pacte avec le diable pour obtenir en fait un succès mirobolant à travers le monde grâce à ce tableau maudit de l'enfant qui pleure. Donc je reviens de manière détaillée sur cette histoire dans le livre. Autant d'histoires qu'on retrouve dans ce livre. Comment vous qualifiez cet ouvrage, Harold Keitch? C'est un livre d'histoire ou un livre de contes? C'est à la frontière entre les deux. Je veux dire que c'est une encyclopédie à la frontière entre l'histoire, les mystères et les légendes. Parce qu'on retrouve de tout. Comme vous l'évoquiez si bien précédemment, on retrouve par exemple l'histoire du mouchoir de Martin Paul Samba qui fait partie de notre histoire. Il y a par exemple l'histoire du serpent à deux têtes qui est racontée dans la culture Bamoun. Il y a par exemple l'histoire de la statue Afouakom qui fait partie de l'histoire de notre pays. Il y a aussi l'histoire de la créature légendaire du Mokele Mbembe, qui est aussi une créature qui marque l'histoire du Cameroun. Quel est l'intérêt pour les Camerounais de connaître ces histoires-là que vous avez résumées dans ce livre? L'intérêt pour les Camerounais, c'est d'abord s'approprier en fait notre mémoire collective, de s'approprier aussi des mythes et légendes qui ont marqué notre enfance, qui marquent notre quotidien, et peut-être aussi découvrir en fait la vérité autour de certaines affaires pour lesquelles on se posait des questions et pour lesquelles on n'avait pas de réponses. Il s'agit d'un livre de 303 pages environ, un livre qui vous a certainement demandé beaucoup en termes de temps, d'énergie, d'investissement. Qu'est-ce que ça vous a pris? Est-ce qu'on peut se lever un matin et dire qu'on va écrire un livre qui revient sur les mystères et les légendes du Cameroun? Réaliser ce travail, c'est vraiment un travail en fait de fourmi, c'est-à-dire que c'est un travail difficile dans le temps et même dans la durée. Pour réaliser un tel ouvrage, il faut carrément aller fouiner dans les archives.
retrouver les anciens coupures des presses d'époque, c'est-à-dire des coupures de presse des années 60 au milieu des années 80. Et pour dire que tout cela a un coût, il faut aller retrouver, il faut aller fouiller. Et aussi, il faut faire un travail phénoménal pour retrouver les principaux acteurs. Parce que pour faire un tel travail, il faut être proche de la réalité. Et pour cela, il faut rencontrer des personnes qui sont impliquées dans ces histoires. Et pour cela, ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Mais je l'ai fait en fait pour l'histoire du Cameroun, pour la mémoire collective du Cameroun, pour que nous puissions en fait nous imprégner de nos histoires et qu'on puisse rêver à travers nos histoires, à travers nos mythes. Parce qu'aucun peuple dans le monde ne peut se projeter dans le futur s'il ne s'approprie en fait sa mémoire collective. Harold Ketchemen, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie pour votre invitation. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir regardé ce numéro d'entretien. À très vite sur Balafon Télévision.